Bienvenue sur Horat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Le féminisme a pour vocation de définir et de promouvoir l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes, en militant pour les droits des femmes au sein de la société, mais aussi dans la vie privée. Le féminisme, c'est aussi lutter contre les injustices, lutter contre les violences en tout genre, dont sont souvent malheureusement victimes les femmes. Parfois, parce qu'elles sont femmes, on les assassine. C'est ce qu'on appelle le féminicide. Pour parler de ce sujet, je reçois Camélia Echiheb, une jeune journaliste indépendante et militante féministe. Camélia, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aïcha, merci de m'avoir invitée. Alors Camélia, donc jeune journaliste, 31 ans, engagée, après avoir fait quand même HEC Paris, alors pourquoi le choix du journalisme quand on a quand même eu la chance d'avoir fait une prestigieuse école comme HEC Paris? En fait, pour moi, être journaliste, c'est vraiment un choix parce que c'est vrai que j'ai intégré HEC, mais j'ai toujours été une littéraire à la base. J'ai fait Cagnes Hippocagne avant. Et puis bon, à HEC, j'ai pas trouvé mon compte. Je me suis beaucoup ennuyée en cours de compta, en cours de finance. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu écrire. Et du coup, il y a eu l'opportunité de faire un double diplôme en journalisme. Donc j'ai saisi l'opportunité et enfin, je ne l'ai jamais regretté. En fait, journaliste, c'est vraiment un métier unique parce qu'il fait grandir. Enfin, toi aussi, vous aussi, vous êtes journaliste. Absolument, je confirme. Vous me direz si vous êtes d'accord. Mais je trouve que c'est un métier qui fait grandir parce que... on apprend tout le temps. On apprend tout le temps sur les autres, sur le monde et sur soi. Parce que apprendre sur le monde, c'est apprendre sur soi. Et voilà, en plus, on a la chance d'être au cœur de l'actu, au cœur des sources. Enfin, on est en contact direct avec les sources. Donc vraiment, c'est un métier qui fait grandir, je trouve. Et donc vous avez collaboré avec des prestigieux titres aussi à Paris avant de rentrer au Maroc, non? Oui, j'étais dans la presse écrite. Donc j'ai tout de suite... j'ai très vite commencé à écrire sur les sujets liés aux femmes. Alors justement, pourquoi? Pourquoi? En fait, je pense que je ne peux pas trop dire que j'ai toujours été féministe. Ce serait un peu exagéré, mais en tout cas, je pense que j'ai chopé une intuition féministe assez tôt, comme beaucoup de femmes, je pense. À quelle occasion? Déjà, dans la famille, on est 3 sœurs. On a grandi donc à Casablanca et on était très protégées par nos parents. Et ça m'a fait prendre conscience assez tôt que, parce que j'étais une fille, je faisais face à des dangers que les garçons n'avaient pas forcément à affronter. Ne serait-ce que la rue, l'espace public, incarnait une sorte de menace permanente, en tout cas, duquel il fallait nous protéger, nous, en tant que filles. Et je pense que ça, toutes les femmes le ressentent. Donc voilà, il y a une intuition qu'en tant que femme, en tant que fille déjà, on est menacée. Il y a aussi le fait que... en tant que fille, on n'a pas accès à les espaces centraux. C'est-à-dire que de la cour de récré, où il y a des études qui montrent qu'on est sur les côtés alors que les garçons jouent au centre. Ensuite, il y a dans les institutions économiques, dans les institutions politiques, les femmes sont sous-représentées. Donc, on a toujours cette place périphérique alors que les hommes, ils sont dans la lumière. Et voilà, moi, dans mon éducation, on m'a appris que ça, c'était pas une fatalité, que voilà, si on travaillait dur, et aussi, il faut avoir la chance de pouvoir accéder à ces études et de pouvoir le faire. Hein, ça, c'est des privilèges aussi. Et ben, on peut remédier à ça, on peut renverser l'ordre établi. Tout à fait. Donc, vous êtes rentrée. Ouais. Vous êtes rentrée au Maroc, donc après toute cette expérience, et vous avez cofondé Jet ou Jebts. C'est ça. Qui est un média qui, vous dites, ouvertement féministe au Maroc. Alors racontez-moi un petit peu cette expérience. Pourquoi avoir lancé ce média? En fait, j'étais, comme on disait, j'étais en France pendant assez longtemps, je pense une dizaine d'années où j'étais journaliste pour la presse et française. Et donc j'ai dû rentrer au Maroc pour raisons familiales en 2020. Et puis en fait, ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas restée longtemps au Maroc. Donc finalement, j'ai constaté que ça avait vraiment beaucoup changé. Et avec un nouveau point de vue maintenant plus aiguisé sur le féminisme.
j'ai constaté qu'il y avait pas mal de renouveau dans l'activisme féministe marocain. À quel niveau? Et ben, justement, les invités que vous avez pu avoir dans Horrat, comme Sarah Ben Moussa, il y a des illustratrices comme Zineb Fassiki, il y a vraiment une ébullition, notamment sur les réseaux sociaux, avec plein de pages. Donc il y a une nouvelle génération qui est très très active, quoi. Ouais, et ça m'a beaucoup impressionnée. On n'avait pas, en tout cas moi quand j'étais au lycée ou au collège, on n'avait pas ces pages d'information. De toute façon, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc voilà. Mais en tout cas, ça m'a donné envie. Je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose, de m'impliquer. Donc, je commençais à rencontrer pas mal de gens. Et j'ai rencontré donc le directeur de Jaoujab, qui est un studio créatif, et aussi un média. Et ils m'ont proposé de fonder un média féministe, en tout cas dédié aux droits des femmes au Maroc. Donc, ce n'est pas un média féminin. C'est plutôt un média féministe. Comme mon émission. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de préoccupations bassement matérielles. Voilà, on va parler vraiment de quelles sont les difficultés rencontrées par les Marocaines. Donc, en tant que directrice éditoriale, j'ai essayé vraiment de faire une ligne édito intersectionnelle, c'est-à-dire qui parle à toutes les femmes, pas que les femmes privilégiées, pas que les femmes blanches. Voilà, j'ai essayé vraiment de me préoccuper, d'inclure toutes les femmes marocaines. Donc, on a pu parler de plein de sujets, rebondir sur des actualités. Et c'était en darija? Et c'était en darija, écrit en lettres latines. D'accord. Voilà, pour essayer de parler au plus grand nombre. Le ton, il est un peu léger. Mais on parle quand même de trucs sérieux. Donc, on a pu parler avortement, on a pu parler de culture du viol, de violences sexuelles. Et on a pu aussi parler de choses plus positives, on va dire, comme le féminisme islamique. On a pu parler, évidemment... il y a une vidéo dont je suis particulièrement fière, je vous invite à aller la voir. C'est quand Zineb Fassiki, l'illustratrice, parle de clitoris. Et il y a toute une capsule où elle explique l'anatomie du clitoris, son histoire et tout. Et franchement, je suis assez fière de pouvoir... vulgariser un petit peu tous ces... C'est ça, ces sujets qui sont tabous. Qui sont tabous, absolument. Et qui ne devraient pas l'être. Et alors, pourquoi avoir quitté? En fait, au bout de 6, 7 mois, 8 mois, j'avais peut-être envie de faire autre chose. Aussi, en tant que journaliste, c'est vrai qu'on reste parfois trop à la lisière des sujets. Enfin, on reste un peu sur le côté, on est observateur. Et là, j'avais peut-être envie de me jeter un peu dans le truc et je ne sais pas pourquoi pas... j'avais pas d'idée précise, mais en tout cas de mettre vraiment les mains dans le truc, donc peut-être dans l'activisme ou le militantisme. D'accord, donc le féminicide. Donc le féminicide, en fait c'était un sujet qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Je me souviens la première fois que j'ai entendu le mot féminicide, c'était en école de journalisme. Et c'est quoi le féminicide alors justement? Alors le féminicide, c'est quand une personne tue une femme parce qu'elle est une femme. Donc c'est un crime fondé sur le genre. Et en fait, c'est une notion qui a vraiment beaucoup évolué et elle est récente en plus. Enfin, elle a été forgée dans les années 70, mais elle restait dans les cercles militants. On ne voyait pas ça dans les médias, par exemple. Et du coup, je me rappelle de cette conférence en école de journalisme. C'était une chercheuse espagnole qui était venue expliquer aux jeunes futurs journalistes pourquoi, en Espagne, il y avait déjà le mot féminicidio qui existait et qui était repris. Alors qu'à cette époque-là, donc c'était en 2016-2017, on parlait encore de crimes passionnels dans les médias français. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et donc, voilà, ça m'avait fait un peu un déclic. Et puis... Et c'est quoi la différence alors avec les violences tout court? Parce que bon, féminicide, les violences aussi peuvent conduire à la mort. Violence conjugale. Ouais, alors justement, c'est vraiment lié au concept de violence. En fait, il y a une historienne française qui s'appelle Christelle Tarot qui parle même de violence féminicidaire. Donc la spécificité des violences faites aux femmes, c'est qu'elles s'inscrivent dans un système. C'est-à-dire qu'elles sont ancrées dans une société où domine le masculin. Et cette domination, donc on appelle ça le patriarcat, cette domination, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, donc elle s'est construite sur des années, des centaines d'années.
Et ça s'est basé donc sur cette violence. En fait, cette violence, elle est à la fois là pour asseoir le pouvoir des hommes, mais aussi pour l'imposer tout en le maintenant au quotidien et au fil des années. Et donc cette violence, elle a plein de visages. Elle peut être physique, mais elle peut être aussi psychologique, économique, sexuelle. Et en fait, le féminicide, ce serait finalement le dernier maillon de tout ce continuum de violence. C'est-à-dire là, on tue une femme parce que c'est une femme. On tue une femme parce que c'est une femme. Et en fait, il faut savoir que même une gifle, par exemple, c'est pas juste une gifle. C'est une gifle qui est ancrée dans ce continuum. Et en fait, quelque part, elle est permise par tous ces siècles avant qui sont passés derrière. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut partir dès la première gifle. Oui, c'est effectivement la première gifle, la première, je suppose qu'il y en a d'autres, et même la gifle avant, il y a potentiellement des violences psychologiques avant, des mots, des insultes, des menaces. Donc voilà, après, il n'est jamais facile de partir. Mais en tout cas, ce continuum de violences féminicidaires, il est hyper ancré dans notre culture, dans nos habitudes, et il s'ancre aussi dans une domestication des filles, des femmes et du féminin. C'est une banalisation en fait de la violence. Oui, en fait, c'est pour ça que longtemps, une gifle, c'était considéré comme rien du tout. Vous voyez, encore là, à la France Insoumise, avec le scandale Adrien Quatennens, il y a encore qui disent « mais c'était qu'une gifle ouais. ». Mais c'est complètement ignorer la vraie nature, la complexité de ces systèmes de violence, quoi. Alors, parlons chiffres, justement, parce que vous avez monté cette revue de presse, on y reviendra. Quels sont les chiffres qui existent dans le monde et est-ce qu'il y a des chiffres au Maroc moi, je sais qu'il y a très peu de statistiques. Alors, est-ce que parce qu'il y a des crimes qui sont faits, qui sont maquillés en suicide ou qui sont considérés comme des crimes passionnels avec donc circonstances atténuantes, malheureusement En fait, le concept de féminicide lui-même, il a évolué, donc on compte pas forcément pareil qu'avant. Effectivement, au Maroc, il y a des rapports sur les violences faites aux femmes. Je trouve qu'il y a vraiment un effort de sensibilisation politique sur les violences conjugales, notamment. Mais quand on regarde les chiffres, et par exemple ce rapport qui est publié chaque année le 8 mars, finalement, les chiffres sont toujours en deçà des réalités. Et pourquoi ? Il y a deux problèmes. Le premier, c'est que, en fait, on n'a pas moyen d'enregistrer les violences parce que le recours à la plainte, il est encore très, très compliqué. Une femme, elle préférera ne pas porter plainte, ce n'est pas forcément judicieux pour elle, à cause de plein de choses juridiques. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, la définition du féminicide, la définition féministe du féminicide, elle n'est pas prise en compte pour l'instant. C'est-à-dire qu'on peut trouver, par exemple, combien de femmes sont mortes, ont été tuées en 2021, mais on n'aura pas, par exemple... Les raisons. Les raisons, le contexte, on peut savoir par qui. Les auteurs. Oui, si ça, on a ce chiffre. Mais en fait, il faut comprendre que le concept de féminicide, c'est... Il faudrait peut-être que j'explique un peu tous les types de féminicide qu'il peut y avoir. Parce qu'on a l'impression qu'un féminicide, c'est un conjoint ou un partenaire intime qui tue son épouse ou sa petite amie. Mais sauf que ça, c'est juste un tout petit truc. Alors, c'est quoi le reste ? Il y a plein d'autres types de féminicide. Il y a féminicide par membre de la famille. Donc, ça peut être un oncle. C'est pas des crimes d'honneur, ça ? Enfin, qu'est-ce qu'on appelait, nous, des crimes d'honneur, entre guillemets ? Alors, moi, j'aime pas trop crimes d'honneur parce que je trouve qu'il y a... Enfin, ça sous-entend qu'il y aurait de l'honneur à tuer une femme, alors qu'en fait, eux le font au nom de l'honneur, mais c'est une vision patriarcale de l'honneur. Tout à fait. Donc, du coup, je préfère dire féminicide. Oui. Et donc, il y en a énormément. C'est ce que je dis, c'est que ça a remplacé les termes aussi ont leur importance. En fait, les mots ont du sens. C'est pour ça que sur la page, moi, je mets tout le temps féminicide. Même en arabe, j'écris féminicide parce que si je mets juste meurtre ou homicide, ça n'a pas le même sens, quoi. Vraiment, on perd la spécificité du truc. Et donc, il y a ces crimes perpétués au sein de la famille parce que, en fait, même il y a l'autorité paternelle. C'est aussi comme si, en fait, les hommes de la famille a possédé ou objectifié les filles. Il y en a eu un il y a très peu de temps à Tiflet. Là, j'en ai recensé un.
où c'est un homme qui a égorgé sa belle-fille de 17 ans. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y aurait une histoire d'alcool là-dedans, enfin en tout cas qu'elle aurait jeté un déshonneur patriarcal sur sa famille. Donc ça, c'est très fréquent. Mais il y a aussi tout un type de féminicide de masse. C'est-à-dire que c'est des tueries de masse fondées sur le genre, sur des motivations misogynes. Il y a la tuerie de Montréal qui est un peu le truc auquel on pense tout de suite. C'était une des premières tueries de masse, et le tueur a vraiment expliqué que c'était sur des motivations misogynes, parce qu'il détestait les femmes, les féministes. Mais est-ce que vous pensez que les hommes sont conscients de cette haine qu'ils peuvent avoir à l'égard des femmes? Non. C'est inconscient. Pas forcément. C'est inconscient, mais c'est ça justement le continuum féminicidaire. C'est que c'est ancré dans notre culture, et comme on ne vit pas en dehors de la société, on est sans cesse maintenu en fait dans cet habitus, dans cette culture, la culture du viol, et ça, c'est pas forcément conscientisé. Après là, en ce qui concerne cette tuerie de masse à Montréal en 1989, là c'était... Moi je parle maintenant du Maroc, voilà. C'est-à-dire les gens vont se dire, mais bon, à la limite, mais de quoi parle-t-on? Il s'agit d'un crime, voilà, c'est-à-dire que l'appellation risque de surprendre parfois, non? Ouais, alors je vais vous donner peut-être deux exemples pour bien essayer de faire le lien justement entre la haine des femmes et c'est les féminicides. Dans les féminicides, je compte aussi les suicides de femmes. Alors là, on va me dire, mais c'est pas des actes intentionnels, enfin c'est pas des meurtres. Mais en fait, si vous prenez le cas par exemple de Meriem, 14 ans l'année dernière, qui est morte des suites d'un avortement clandestin après avoir été violée. Ça, typiquement, c'est un féminicide. C'est un féminicide, oui. Parce qu'elle est morte à cause d'une privation de liberté, qui est la liberté d'avorter, fondée sur le genre. Et en plus, elle a été victime de violences sexuelles. Donc si, par exemple, une femme meurt des suites d'un viol, c'est un féminicide. C'est un féminicide aussi. Il y a aussi tout ce qui est décès lié à privation de liberté, par exemple. C'est pas forcément un suicide. Mais il y a aussi de très nombreux suicides, par exemple, liés à des mariages forcés, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et ça peut être aussi des décès suite à des agressions sexuelles, tout ça. Et donc, tout ça, c'est pas pris en compte typiquement dans les chiffres, parce qu'on n'utilise pas cette définition large du mot féminicide. Et donc vous avez décidé de lancer cette page Instagram, qui est une sorte de revue de presse dédiée à ce recensement. Alors comment vous faites ? Et pourquoi vous insistez sur ce lexique justement à utiliser? En fait, c'est pas une idée que j'ai trouvée toute seule, bien sûr. Je me suis inspirée de plein d'initiatives. Il y a plein de féministes, de journalistes et de militantes qui comptent les féminicides dans le monde. Même en Algérie, juste à côté de chez nous, il y a un compte féminicide Algérie. Et c'est hyper important parce que sinon, on n'aura pas... on ne peut pas se rendre compte de l'ampleur du féminicide, de la violence féminicidaire, si on ne les compte pas et si on ne les met pas, on ne fait pas les liens, les connexions entre les choses. Typiquement, le crime passionnel, c'est pourquoi je me bats et je n'aime pas ce terme, parce que ça laisse entendre que... c'est une passion. C'est une passion, l'homme il s'est fait emporter par sa jalousie, ses émotions, et finalement le pauvre. Alors que pas du tout, la victime c'est la femme qui est morte et celui ça reste qui un crime. C'est un crime, c'est un féminicide. Et alors pour ceux qui ne voient pas le lien entre la misogynie, ou en tout cas le patriarcat on va dire, et le conjugicide, donc le fait de tuer son épouse, c'est très simple. Il faut voir que c'est toujours la même histoire qui est racontée. Et moi, je le vois vraiment à chaque fois que je recense. C'est toujours la même chose. C'est donc un couple se dispute et la dispute, soi-disant, dégénère. Sauf qu'en fait, les études montrent, et il y a plein de gens qui se sont penchés dessus très longuement, que quand on a un couple, il se joue forcément une relation de pouvoir. C'est-à-dire que l'homme, il va assujettir sa conjointe, il va l'objectifier. Et ça va commencer par exemple, beaucoup de contrôle. Il va regarder son téléphone, il va essayer de la suivre, de contrôler ses moindres faits et gestes. Et en fait, c'est comme ça qu'il va asseoir sa domination sur elle. Ensuite, la femme, à un moment,
va essayer soit de montrer son désaccord, donc il va y avoir des disputes, soit elle va le quitter. Et on voit que le passage à l'acte féminicidaire, il se passe toujours soit quand elle le quitte, c'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase « elle le quitte, il la tue », soit au cours de disputes, et il y aura peut-être la dispute de trop qui va faire que... Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir contre cette violence? Parce que bon, ça aussi, ça reste une violence. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous avons une loi sur la violence au Maroc, la loi 103/13, qui malheureusement n'est pas globale, parce qu'elle devrait être globale et intégrale. Mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour protéger les femmes de ce type de violence? Ou il faut faire autre chose? Non, il y a 1000 choses qu'on peut faire. C'est l'aspect positif, c'est qu'il y a des moyens de lutter. En fait, moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une approche globale, comme vous disiez, du problème des violences. Or, maintenant, on a toutes les armes pour comprendre ces violences. Enfin, elles sont étudiées, on a des chiffres et tout. Donc, ce qu'il faudrait, moi, je verrais bien une délégation, une espèce de comité qui va faire le lien entre tous les ministères dans une perspective de lutter et pour protéger les femmes. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que les femmes ne portent pas plainte. Alors... Ouais. Alors, première chose, il faut améliorer le recours à la plainte. Faciliter aussi. Former les officiers de police à recueillir le témoignage des victimes, sans culture du viol, sans culpabilisation. Et puis surtout, il faut refaire les textes juridiques. Lesquels? Alors, le fameux article 490 qui criminalise les relations hors mariage, les relations sexuelles hors mariage, ça, clairement, ça fait obstacle monumental au dépôt de plainte pour les violences sexuelles, parce que ça peut se retourner contre la femme jeune fille. Si elle n'arrive pas à prouver qu'il n'y avait pas consentement et que, du coup, c'est un énorme frein. C'est pour ça qu'il faut une refonte globale des textes juridiques, Moudawana et Code pénal. Et qu'est-ce que vous suggérez alors justement à ce niveau-là? Donc le code pénal, oui, les articles liberticides, la Moudawana va changer, c'est une certitude. J'espère. Mais comment? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Quels sont les articles qui vous révoltent? En fait, dans la Moudawana, il y a énormément d'articles qui sont encore discriminants envers les femmes. Il y a ce fameux article aussi sur tout ce qui est tutelle parentale, évidemment. Mais ça, il y a d'autres assos qui en parleront mieux que moi. Mais il y a aussi tout ce problème autour de la succession, bien sûr, puisque, en fait, on peut dire, je crois que dans la Constitution marocaine, même la discrimination envers les femmes est interdite. L'égalité est inscrite dans la Constitution, la parité, mais il y a... Mais est-ce que c'est pas contradictoire avec d'autres textes? Il faut penser un truc cohérent. C'est-à-dire que voilà, il faudrait peut-être faire de l'ijtihad par rapport à certains textes religieux. Oui, il faut justement, il y a plein de femmes qui sont capables de faire ça, et il faut les consulter, et aussi les associations sur le terrain, quoi. Donc il faut absolument mettre tout le monde à l'œuvre pour refaire ces textes. Oui. Et moi, je voulais dire aussi, au niveau de la justice, parce qu'on parlait du dépôt de plainte et la question des violences et des féminicides, il y a des choses très concrètes qu'on peut faire pour prévenir les féminicides. Déjà, c'est les reconnaître en tant que tels. Et 2, quand une femme quitte son conjoint violent, il faut l'aider. Parce qu'on sait c'est là où elle est le plus en danger. Donc il faut, pourquoi pas débloquer des aides d'urgence, des aides financières, parce que souvent, on ne quitte pas son mari violent parce qu'il y a les enfants, parce qu'on n'a pas de revenus, parce qu'on ne travaille pas. Eh bien, il faut débloquer des aides d'urgence, il faut développer des refuges aussi. Il y en a, mais il en faut plus de capacité. Oui. Il faut de l'argent pour tout ça, donc il faut vraiment qu'il y ait cette volonté de mettre l'argent sur la table. Vous commencez par cette page Instagram, Camélia, mais vous pouvez aussi vous lancer dans l'activisme politique dans ce domaine-là. C'est-à-dire aller voir les associations, justement, proposer votre aide, non? C'est quelque chose qui vous parle? Oui, c'est quelque chose qui me parle. En tout cas, là, pour l'instant, il s'agit de réunir de la donnée et de faire de l'information pour le grand public, puisque, en tant que journaliste, c'est vrai que c'est ça que j'ai naturellement envie de faire. Après, pour l'activisme, oui, moi, je pense qu'il faut
j'aimerais imaginer qu'il y ait chaque 8 mars, et même au-delà du 8 mars, il y ait des manifestations beaucoup plus massives. Pour le sit-in, pour Mariam, l'année dernière, on n'était pas beaucoup. Oui. Et malheureusement... C'est le côté digital aussi, parce que c'est pas évident de mobiliser des personnes. Ouais. Sur Internet, ça semble simple, parce que bon, on like, on dit ouais, on y va, mais finalement... à l'arrivée, il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est ça, il faut vraiment mobiliser. Donc il faut aussi aller sur le terrain, aller voir les gens, parce que c'est important le contact même physique, non? C'est vrai, non mais carrément, vous avez complètement raison. Et pourquoi pas fonder quelque chose comme une association ou avec peut-être un réseau implanté dans tout le Maroc, mais il faut que l'information elle se diffuse, et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a beaucoup de limites. De toutes les façons, vous n'êtes qu'au début et je suis sûre que vous allez trouver une idée fabuleuse pour aider toutes ces femmes. Je vous pose ma dernière question, Camélia. Cette émission s'appelle Horat. Que signifie pour vous la liberté? Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, moi, je pense qu'on est tout le temps en train de se déconstruire. Et moi, je ne me sens pas forcément déconstruite à fond. Je pense que personne ne l'est vraiment. De toute façon, à partir du moment où on est dans une société, il y a des limites à la liberté. Après, on peut être libre, on peut essayer d'être libre dans sa tête. En tout cas, on peut tendre vers la liberté. Et pour moi, la liberté, c'est juste pouvoir être qui on veut être sans croyances limitantes, sans idées préconçues, sans les stéréotypes qui nous enferment. Mais c'est un processus permanent, quoi. On n'a jamais fini de se déconstruire. Tout à fait. En tout cas, Camélia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau pour d'autres projets. J'espère aussi. Merci beaucoup, Aïcha. Je rappelle donc que vous êtes journaliste, militante féministe et que vous vous intéressez en particulier aux violences faites aux femmes et donc aux féminicides particulièrement. Merci encore et à très très bientôt. À bientôt, Aïcha. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Vous pouvez également la voir ou la revoir sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.